Premier extrait de son premier album solo, toute chose étant relative, là, si on parle de l'album double, etc. Là, mais si on parle de Sagesse Immobile, Webster, c'était le premier extrait, ça? C'était le premier single? Premier extrait de mon premier album solo en français. En français, c'est ça la distinction. Exact. Comment vas-tu, mon brave? Ah, ça va. Merci de me recevoir. C'est vraiment apprécié. Ben, merci de prendre le temps de venir en studio. Webster, on te voit sur tellement de choses. Moi, à chaque fois, je capote de voir un conférencier là, patente de l'ONU. Je trouve ça incroyable. Tu tournes pas beaucoup les pouces, j'ai l'impression. Comment a été ton été? As-tu été très occupé ou tu as eu un peu de temps pour toi, la famille, etc.? Un peu des deux. C'est-à-dire, maintenant, j'ai une fille. Ouais. Donc, je prends le temps. Absolument. C'est devenu ma priorité par rapport à toute chose, tu sais. Puis, entre mes daddy duties, ben, je fais des projets, là. Cet été, je finissais le studio. Tu te fais un studio à toi? Non, je finissais en studio un nouveau projet. Oui. Un nouveau projet hip-hop dont le premier single est sorti hier. Ouais, on en reparlera plus Palestine, tard. Hein? Exact. Sinon, je mettais la touche finale à un bouquin. Ah ouais? Un bouquin sur l'exposition Fugitif. OK. Un recueil de nouvelles à propos des fugitifs qui va sortir à l'automne prochain, donc dans un an, chez les éditions Bayard. Puis, tu sais, l'été, j'en profite toujours pour travailler mes projets à plus long terme. Puisque, tu sais, durant l'année scolaire, puis je suis beaucoup dans les écoles, ça va vite. J'ai beaucoup de projets, tu sais, l'été, ça ralentit. Fait que je suis beaucoup dans mes projets d'écriture l'été. Et tu as aussi les visites guidées QC History X. Ça a fini dernièrement. Peut-être rappeler aux gens ce que c'est. Puis ça fait quand même quelques années. Là. Ça gagne-tu en popularité, ça? Ben, c'était ma 10e année. Wow, cette année. Bravo! Oui, c'est ma 10e année. Des visites à propos de l'histoire afro-québécoise. Donc, l'esclavage, la présence noire ici depuis les années 1600. Ça gagne en popularité, mais pas en fréquence. Okay. C'est-à-dire que je donne cette visite guidée moins souvent que je la donnais. C'est-à-dire que je bloque, admettons, entre 7 et 10 dates l'été et l'automne. Si les gens peuvent, ils peuvent. S'ils peuvent pas, ben, on se voit l'année prochaine. Parce que c'est pas mon métier. Non, en fait, ça. Je le fais pour transmettre ces informations-là. C'est vraiment un effort de transmission. Mais je suis pas un guide de métier où je fais ça à chaque jour, où j'ai beaucoup d'autres choses à faire en termes de boulot. Donc, mais ça me plaît beaucoup de les faire. Donc, pour des valeurs personnelles, c'est important pour toi. C'est ce qui te drive. Là. Ben, exact. Puis c'est un moyen, justement, de transmettre ces informations-là qu'on voit pas beaucoup. Et donc, il y a des groupes qui s'inscrivent aussi, qui me disent hey, « on est une dizaine, tu peux-tu le faire? » Puis il n'y a pas de problème, on trouve un moment, tu sais. Ça t'amène-tu juste en Haute-Ville ou tu descends aussi en Basse-Ville? Ça t'amène où, cette tournée-là? Bro, je descendais en Basse-Ville avant jusqu'à Place Royale. Ah. Mais, tu sais, je voyais les gens étaient fatigués. Je parlais tout seul, tu sais. Toujours avec le feu. Je dis, ah ouais, alors? Puis je vois les gens se tiennent sur les murs, sur les rampes. Ils ont des points dans les côtes. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça durait presque 3 heures. Puis à un moment donné, j'ai vu les gens, j'ai vu leur face. Je suis comme, bon, il va falloir que je les coupe d'une heure au moins. Fait que je reste en Haute-Ville. OK, tu descends un peu d'escalier parce qu'il faut y remonter après. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je pars de la place Diouville, puis on sillonne autour de la rue Saint-Jacques, dans les petites rues, puis on finit sur la rue Saint-Louis. Okay. Mais juste ça, c'est un genre de 2h30 pratiquement, là. Et j'imagine que les gens font beaucoup de grands yeux. Tu sais, j'imagine qu'en t'écoutant, il y en a une gang qui font « Oh my God! » C'est pas le genre de choses très connues, malheureusement. Ah non, tout à fait. Puis c'est une histoire qui est riche aussi. On pense au premier bourreau noir de la Nouvelle-France. Il habitait ici, dans la redoute du bourreau, qui était où le parc de l'Artillerie. On pense à Olivier Lejeune, la première personne en esclavage ici, qui habitait où est-ce qu'il est aujourd'hui le séminaire. On pense au Clarendon, qui nous permet de parler de ségrégation. Parce qu'il y a des personnes noires qui logeaient au Clarendon, mais ne pouvaient pas loger au Château Frontenac. Parce qu'ils étaient noirs. Fait que, tu sais, il y a tellement de choses à dire que des fois, quand les gens posent trop de questions, je suis comme, bon, ben écoutez, vous êtes parti pour une visite de 3 heures. Là, parce que... On va aller en Basse-Ville d'abord. C'est ça, exact. Donc, les visites guidées QC History X seront de retour l'année prochaine. On peut le prédire. Excellent. Hey, Webster, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la campagne électorale municipale, parce que tu as pris position publiquement. Tu as appuyé Marjorie Champagne de Transition Québec, ancienne animatrice de Québec Réveil. Oui, effectivement, on la salue. Bon, elle n'est pas passée
passé. Lenny Lepage de Québec Fort et Fier est passé, comme bien des endroits dans la ville, là, 18 sur 21 qui sont de l'équipe Marchand, les 3 autres de Stéphane Lachance. C'est quoi ta lecture, de la campagne, mais aussi du résultat de voir Québec Fort et Fier aussi majoritaire comme ça? Bon, moi, j'ai appuyé Marjorie Champagne parce que c'est mon devoir d'ami. C'est une grande amie, on a travaillé sur tellement de projets ensemble, puis c'est quelqu'un avec qui je connecte beaucoup, on rit beaucoup, puis on a fait le tour du Québec ensemble. Fait que, c'est comme, quand elle m'a dit ça, je suis comme, sûr, Puis on s'est rencontrés, puis elle a dit, j'aimerais ça, tu me supportes? Je suis oui, pas de problème, mais déçois-nous pas. Dans le sens que, il y a beaucoup de gens qui ont des grandes valeurs, puis quand ils arrivent sur le siège de député ou de conseiller, tout d'un coup, ces valeurs sont subordonnées au fait d'être assis sur ce siège-là. J'ai dit, considère-toi sur un siège éjectable. Ne sacrifie pas tes principes pour le siège. Et trop souvent, les gens, ils veulent tellement tenir à leur poste qu'ils sont prêts à sacrifier leurs principes pour des visées électoralistes. Donc, j'ai dit, prends-le comme toutes tes autres aventures. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, continue ton chemin, Et donc, c'est la discussion qu'on a eue. Puis, je respecte beaucoup Jackie Smith aussi. Donc, c'est comme pour moi, c'est important de la supporter là-dedans. Après ça, mon analyse de la campagne électorale, comme on a vu, les couteaux ont volé très bas, genre, les couteaux ont volé dans le sous-sol, Les gens les recevaient d'un pied, Oui, des tendons d'Achille arrachés, là. Oui, c'est ça, Donc, Québec Fort et Fier est passé, fine. Mais moi, ce que je reproche à l'administration Marchand et à cette campagne-là, c'est qu'il n'y a aucune discussion par rapport à l'antiracisme, par rapport à la xénophobie ambiante, par rapport à l'islamophobie. Il y a les immigrants, on leur fait porter le chapeau pour tous les maux de la société. Puis l'administration Marchand n'est pas réputée pour se positionner sur ces questions-là. Même s'il y a une étude qui a été faite là, par Maxime Fortin, je pense, de l'IRIS, sur le profilage racial à Québec. Pas juste parce que là, avant, c'était facile de dire c'est des chiffres de Montréal. C'est des chiffres de Montréal. Ouais. Là, on les a à Québec, même si la ville n'a pas voulu donner ses chiffres. Ça aussi, c'est important. Tu te positionnes où, toi? Toi, ça fait longtemps que tu en parles de profilage, là. Écoute, je dois être la première personne ici à prendre la parole sur ces questions-là depuis au moins 20 ans. Que ça soit dans les médias, que ça soit même à travers des documentaires, tout ça. Ta musique, assurément. Puis ma musique, exactement. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai fait. On ne me croyait pas à l'époque. On a tenté de me discréditer, que ce soit vos compétiteurs des radios commerciales, que ce soit la police aussi. Et ça faisait longtemps que je demandais une étude sur cette question-là, parce qu'on a vu les études à Montréal, il y a eu Repentigny, Laval. Puis ici, je demandais ça, puis on me disait, pas nécessaire. Et la police ne reconnaît pas le profilage racial ici, comme que le gouvernement Legault ne reconnaît pas le racisme systémique. Puis je leur dis toujours, mais si vous voulez guérir quelque chose, il faut être capable de le nommer. Il faut le nommer. La maladie, il faut que tu la nommes si tu veux la guérir, sinon tu tournes en rond. Puis pour la police de Québec, ça n'a jamais été une priorité. On a dit, écoute, on va embaucher 2 personnes noires, 3 personnes noires. Je pense qu'il y a 4 policiers noirs désormais à Québec, ce qui est une première dans toute l'existence de la ville de Québec. Mais c'est pas ça qui règle les affaires, parce que ce sont des enjeux systémiques. Et même si tu as 4 personnes noires qui font de la patrouille, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas perpétuer le profilage racial. Et il y a des études aux États-Unis qui sont sorties que des personnes noires font du profilage racial aussi. Ah ouais, hein? Ah oui, absolument. Donc, c'est pas ça, là. C'est un changement de mentalité qu'on veut. C'est un changement au niveau du système pour qu'on arrête de considérer des personnes noires comme étant des suspects, comme étant fautives. Et donc, il y a... récemment, on a validé l'usage de l'article 636 du Code de la sécurité routière à des fins d'enquête. C'est-à-dire que l'article 636 permet aux policiers d'intercepter un automobiliste. Mais les policiers utilisaient cet article-là pour enquêter sur les gens. Et moi, je veux dire, plus souvent qu'à mon tour, je l'ai vécu, puis que ce soit l'article 636 du Code de la sécurité routière, les articles 71, 72, 73 du Code de procédure pénale. C'est toutes des choses que j'ai dû apprendre pour pouvoir naviguer cet environnement-là. Parce que quand on me collait dans la rue, tout de suite, je demandais est-ce que je suis en infraction. Et là, ça déterminait le reste de
la procédure, tu sais. Mais en auto, si je conduis, je suis obligé de m'identifier à cause de l'article du Code de la sécurité routière. Mais si je suis passager, je suis pas obligé si je suis pas en infraction. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles les policiers jouaient pour enquêter sur les gens. Et moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre pour me défendre, puis nous défendre aussi, tu sais. Donc, ça va continuer de faire jaser. On espère... Elénie Lepage, la conseillère municipale ici, a dit qu'elle était pour que la police donne ses chiffres, justement, parce que là, malheureusement, Maxime Fortin, je pense, a eu 20 témoignages, puis là, a fait genre une méthode, boule de neige, ou je sais pas trop, là, je veux pas aller dans la méthodologie, mais que la ville donne vraiment ses chiffres, je pense que ce serait la moindre des choses. Tu sais, si on rien à se reprocher, de montrer le... Webster, je veux qu'on parle de rap, parce que je sais... Tu sais, historiquement, tu as toujours dit, même si tu étais historien, conférencier, patente, tu étais toujours rappeur en premier. C'est-tu encore vrai? Ah, absolument. Ouais, hein, ça n'est pas capable de se sortir de ça. Ah non, c'est ça qui informe tout le reste. Oui. Pour moi, c'est une manière de penser, ouais. C'est une manière de faire, une manière d'être. Et tout ce que j'ai fait à l'extérieur du rap, c'est le rap qui m'a poussé à le faire. Le rap m'a donné ce courage-là, m'a donné cette manière de penser à l'extérieur de la boîte. C'est quand j'ai traduit un bouquin, je suis pas un traducteur, je suis pas un philosophe, j'ai traduit un bouquin en philosophie. Mais je dis toujours, c'est le rap qui m'a amené là, parce que le rap m'a donné le courage, j'ai envie d'utiliser une autre expression, tu sais, mais m'a donné les tripes, disons, on va le dire comme ça. M'a donné les tripes de dire, tu sais quoi, je vais le faire. Je suis capable. Puis je suis capable. Ouais. Puis je l'ai fait. Puis j'ai été capable. Ça a été super dur. Mais t'as été capable. Ça a été difficile, mais j'ai été capable. Puis pour moi, ça vient du rap, tu sais. C'est un état d'esprit. Ça part un petit peu d'une révolte, ensuite d'un désir de dénoncer, de faire bouger les choses. Donc le rap, c'est un peu ça, mais effectivement, quand on l'applique à la politique, quand on l'applique à toutes sortes de choses, c'est une espèce de moteur de base, j'ai l'impression. Ah oui, puis c'est un désir de créer aussi, tu sais. Puis j'en parlais, c'est drôle, parce que j'en parlais hier avec Johan Poliquin de HHQC, qui ont fondé HHQC à l'époque, tu sais. On se disait, tu sais, le rap, là, c'est exactement la discussion qu'on avait. Le rap nous a permis de faire autre chose parce qu'on faisait tout à partir de rien. On n'avait rien, puis tu le sais, à l'époque, on n'a pas de moyens, on n'a pas rien, mais on fait quand même. On le fait. Et ça, c'est ça le rap. C'est comme, tu sais quoi, le manque de moyens, c'est pas ça qui va être ton obstacle à faire ce que tu as envie de faire. Ça va être une drive, peut-être, au contraire. Le manque de moyens est une drive assez incroyable de prouver qu'on est capable. Ton dernier album, purement rap, À l'ombre des feuilles, date de 2013. 12 ans plus tard. Et la dernière fois que je t'ai interviewé, je pense que tu avais une certaine déception par rapport à la réception de cet album. Je me rappelle, tu disais, les médias sont toujours là pour m'inviter, pour parler de profilage, etc. Mais quand vient le temps de parler de ma musique, tout à coup, le téléphone ne sonne pas. Pourquoi... À part le fait que ça nous quitte pas, finalement, 12 ans plus tard, tu te relances dans un album. J'imagine que tes attentes sont pas pareilles non plus. Non, puis l'erreur que j'ai faite, qui est assez particulière à l'époque, c'est d'avoir des attentes. C'est ça. Puis j'ai toujours dit, le rap, au Québec, on doit le faire sans attente. Surtout les gens de ma génération, là, je dis, on a connu les portes fermées, on a connu le fait qu'il fallait qu'on passe par la fenêtre pour rentrer dans le building, tu sais. C'est vrai. Et donc, il y a une nouvelle génération qui réussit à en profiter, tu sais, qui a plus de, comme on dit dans le milieu d'exposure, tu sais. Je m'attends à rien de tout ça. Tu sais, le rap, je le fais de manière thérapeutique, je le fais pour moi, je le fais, j'ai ma fille assise sur mes genoux, puis j'écris, tu sais, puis... C'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai toujours fait. Puis à un moment donné, je suis comme, écoute, j'ai 10 chansons de fête, je vais les enregistrer, puis je vais les sortir pour les gens qui ont envie de l'écouter. Mais j'aime écrire, j'aime le travail de studio. C'est quelque chose que j'aime faire. Tu sais, comme je reprends les mots d'Obia le chef, il dit, c'est un hobby qui coûte cher. C'est vrai. Cet album-là, le nouvel album, je l'ai vraiment écrit comme en 1995, quand j'ai commencé à faire du rap, c'est-à-dire du rap hobby. Je le fais parce que j'aime le faire, parce que ça me fait du bien. Puis c'est ça, s'il y a 8 personnes qui veulent l'écouter, les 8 personnes seront les bienvenues, puis ils l'écouteront, tu sais. Puis ça demeure du rap cryptique, du rap à décortiquer, du rap à t'asseoir. Puis c'est, pourquoi tu as utilisé ce mot-là? Pourquoi tu dis ça? Puis tu tires ce fil-là, puis tu es comme, oh shit, OK. Est-ce que tu connais Freeze Corleone? Est-ce que tu as entendu parler un petit peu? Je connais le nom. Le nom, mais c'est un rappeur justement extrêmement codé. Extrêmement codé. T'as pas le choix d'aller sur Rap Genius, puis tu passes des soirées à faire une recherche l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ça, c'est...
sais, c'est pas nécessairement ce qui va chercher des gros chiffres, mais ça crée des ultras. Un peu comme au soccer. Ouais, c'est-à-dire, c'est des crinqués. Est-ce que c'est un peu ça que tu vises? Tu dis, gars, c'est pas, je vise pas la quantité, mais si tu veux te perdre dans des recherches et apprendre des affaires, saute là-dedans. Ben, c'est toujours le rap que j'ai fait. Ouais. C'est toujours comme ça que j'ai écrit parce qu'on vient de cette école de pensée-là. L'école new-yorkaise des années 90, du rap à déchiffrer, du rap à plusieurs niveaux de compréhension. C'est ce que je fais. Puis rapidement, quand j'étais jeune, j'ai décidé de ne pas faire de compromis radiophonique. Tu sais quoi, je vais faire du rap simple, une chanson simple pour que les gens puissent être attirés. Il y a des gens qui le font, puis je respecte, puis ça, c'est pas un jugement. Non. Mais moi, c'est la décision que j'ai dit, tu sais quoi, je fais ce que je fais, je suis ce que je suis, puis de toute façon, j'arrive même pas à écrire du rap simple. J'essaie d'écrire un refrain, puis finalement, c'est un petit texte. Il y a 3 sens dans chaque phrase. C'est comme, j'ai pas réussi encore. Exactement. Puis tu checkes mon nouvel album, puis j'ai un seul refrain que j'ai écrit sur 10 chansons. Ah ouais? Tous les autres refrains sont sous-traités. Ah ouais! Mais c'est un art, ça. Oh Tu ouais. demandais à GLD, lui, il est bon là-dedans. Ouais, il est bon là-dedans, mais là, je l'ai fait bencher cette fois-ci. Ah ouais? En fait, le prochain album, c'est drôle, c'est la première entrevue que je donne sur mon prochain album, qui va sortir juste en mai prochain. Quand même, on est un peu à l'avance. Ouais, mais j'ai juste 2 feats de rap, puis c'est 2 jeunes. Ah ouais? Ouais. Les jeunes du quartier? Ouais, ou Melvin de Limoilou et Joseph Saranès de Wendake. Cool. Qui sont 2 jeunes artistes que je trouve super bons. C'est les 2 seules autres personnes qui rappent sur cet album-là, avec Forcé sur la chanson Palestina, qui a été faite avant que l'album voie le jour. Puis sinon, j'ai 2 autres feats en chorus. C'est ma sœur, Marielle, et Valérie Clio, qui sont mes vieilles acolytes de toujours. Là. Donc, un nouvel album intitulé Web du bois. Ouais. J'aimerais que tu m'expliques. Tu m'en as parlé en redonde, mais je t'avoue qu'avant que tu me l'expliques, là, je me suis gratté la tête pas mal pour essayer de comprendre ce qui est génial. Puis encore une fois, c'est la première entrevue que je donne à ce sujet, c'est que c'est inspiré d'un intellectuel afro-américain au 20e siècle, un des grands penseurs du 20e siècle, qui s'appelait W.E.B. Du Bois. William, je sais même plus en fait, j'ai toujours appelé Web du Bois dans ma tête. Tu l'as débaptisé d'emblée. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est même pas un album à propos de lui. C'est vraiment juste parce que c'est un parcours qui est inspirant. C'était quelqu'un qui était un historien, un chercheur, un activiste, un poète. Et donc, tu sais, je me retrouve beaucoup dans son parcours. C'est quelqu'un qui est inspirant. Puis c'est comme un clin d'œil niaiseux à mon diminutif Web. Oui, les gens m'appellent Web, fait que c'est Web du Bois, mais tu sais, sans plus. Là. Le 15 mai prochain, ça sort. Là, il y a la chanson Palestine qui est sortie, lyrique vidéo faite par Cogité, d'ailleurs, qu'on salue. Quel talent absolument extraordinaire. Il est complètement fou, ce gars-là. Donc, l'album sort, la chanson Palestine. Je voyais que tu avais même un petit écusson sur ton manteau. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement significatif, je pense, pour toi. Absolument. La chanson Palestina a été... En fait, le lyrics vidéo vient de sortir, mais la chanson date de l'hiver 2024. Donc, dès que le génocide s'est amplifié, parce qu'il faut se rappeler que le génocide qui se passe en Palestine ne date pas d'octobre 2023, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Mais quand ce génocide s'est amplifié, pour moi, je me sentais vraiment impuissant face à ça. Je dis pour moi, mais pour nous, parce que ma conjointe, Amélie Zaza, qui est sur la chanson aussi, est très impliquée aussi. Puis elle, on se sentait impuissant comme tout le monde face à ça. Elle organisait une soirée en support avec des gens qui venaient chanter et faire des textes. Et c'est là que j'ai entendu Kridza, qui est un chanteur palestinien, basé à Montréal. Puis j'étais comme, c'est la seule chose que je peux faire, c'est rapper. Fait que j'ai fait une chanson, je l'ai invité sur le projet. Puis là, je suis comme, bon, qu'est-ce qu'on fait de plus? Ah, on va inviter Forcé. Puis je savais qu'il a été un vieux de la vieille aussi, qui a été vocal sur cette question-là. Lui, t'es dans Rime organisé avec Manu Militari ou c'est... non, je sais plus. En tout cas, c'est un peu ce gang-là. Là. Ouais. Tu sais. Après ça, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on rajoute? OK, Amel Zaza, elle avait écrit un texte magnifique à ce sujet. Je suis comme, bon, ben, tu vas faire ton texte aussi. On va rajouter quelqu'un. OK, Donanam, qui est une activiste à Montréal, qui va écrire à ce sujet aussi, qui est super bonne. Puis, on va mettre Mohamed Masmoudi sur le oud. Donc, l'instrument qu'on entend, le oud, ben, c'est joué par cette personne-là. C'est pas fait par ordi, là. Non, c'est pas un exact. sampling, puis etc. Non, j'ai pris un beat de DJ Nerve, puis lui a rajouté le oud par-dessus. Donc, on a enregistré tout ça. C'est sorti en l'hiver 2024.
Shout-out DJ Nerve. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom-là. Ben oui, puis mon album qui s'en vient, il a fait 100% des beats. Hein? Ouais, c'est lui qui a fait tous les beats de l'album. On est-tu dans le 90 BPM assez carré? Absolument, ouais, bro. Puis, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai dit, bro, je vais faire des beats 90. Autour de 90 BPM. Ça, c'est ma zone de confort. On est bien là-dedans. Hein? Ouais, exact. Pas de trap, pas de... Je respecte les jeunes, tu sais, ce que vous faites. Et souvent, ce que je dis, tu sais quoi, c'est pas les jeunes qui sont pas bons, c'est moi qui comprends plus. Non. De toute façon, toi, t'es tellement bon dans le 90 que d'essayer d'embarquer sur du trap, t'es des années en retard parce qu'eux, ils ont commencé avec ça. Exact. Puis c'est pas que tu serais pas capable, mais moi, l'image que je fais souvent pour des gens qui sont pas habitués, puis j'en fais partie, c'est comme mettre des pantoufles sur un chien. Tu sais comment ils marchent, ils sont bizarres, ils savent pas trop. C'est pas que t'es pas capable, c'est juste un peu sketch, tu sais. Ben oui, puis je suis pas capable, tu sais. Je vais le dire comme ça, écoute, j'en suis conscient. Puis, tu sais, les gens qui m'ont invité à rapper là-dessus, je pense qu'ils ont regretté. Ils t'ont laissé sa tourne par politesse. Ouais, c'est ça. C'est comme le vieux. Tu sais, OK, viens t'asseoir, bonhomme. T'sais. On t'a entendu aussi sur l'album 06 de la gang de Limoilou. C'est important pour toi de rester parce qu'il y a comme la jeune génération. Il y a l'entre-deux aussi avec le Snake, tout ça, mais il y a Lito. C'est important pour toi de rester dans l'entourage 06 Limoilou? Ben oui, parce que ça sort du rap, là. Ça, c'est family, là. Oui, hein? Carlito, je l'ai vu grandir, littéralement. Hier, j'y parlais, j'étais comme... Tu sais, j'ai enregistré le clip Retour à Hélène avec Mariam récemment. Les gars sont dans le clip, tu sais. Puis j'ai dit, bro, j'étais dans mes émotions, là. Je t'ai vu dans le clip Grand Gaillard, tout ça. Tu look bien. Puis t'étais dans nos clips, t'étais bébé, là. Tu sais, Hip Hop Mania avec Shudi. Tu vois Carlito dans son petit pyjama jaune, tu sais, qui joue sur un piano. Je suis comme, man, maintenant t'as 20 quelques ans, man. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est la famille. Tu sais, Shudi, on s'est connus à la garderie. Ouais. Avant le rap, avant tout ça, on était à la garderie La Réponse, Cégep Limoilou ensemble, tu sais. Fait que c'est la famille bien avant le rap. Fait que pour moi, c'est toujours important. Puis tu sais, comme je dis que le rap m'a fait, souvent je dis aux gars, c'est vous qui m'avez fait. Les gars de Limoilou, je fais ce que je fais aujourd'hui parce que vous avez été là, autour de moi dans le temps. Vous m'avez appris des choses. Ils t'ont empêché d'être dans la rue. Ils t'ont dit, toi, tu vas à l'école, toi. Ouais, ben notamment, tu sais, ils m'ont poussé vers certaines choses, m'ont appris certaines choses. Puis aussi, ils m'ont gardé les pieds sur terre. Quand ma tête aurait pu s'enfler, tout ça, j'ai des gars, je pense à Mike Baptiste notamment, je le nomme et je le salue. C'est le premier à dégonfler ma tête à chaque fois. Là, il a toujours gardé les épingles proches. Là, Ça en prend des gens comme ça. Exact. Quand on parle de l'importance du quartier Limoilou, pour toi, évidemment, c'est dans toute ton œuvre. Et demain, tu participes à une conférence. Et Rendez-vous Limoilou. De quoi tu vas parler dans cette conférence-là? Ben, tu vois, on m'a approché pour ce projet-là. Je suis comme, oh oui, tu sais, avec plaisir. Puis, je vais parler du rôle qu'a joué le rap pour nous à Limoilou. Comment est-ce que, en tant que personne doublement, triplement marginalisée, c'est-à-dire des personnes afro-québécoises du quartier Limoilou, tu sais, on partait déjà avec des strikes sur nous, tu sais. Donc, comment est-ce que le rap nous a permis de nous affirmer? Comment est-ce que le rap nous a permis de nous exprimer, de faire communauté et aussi, tu sais, comme je dis toujours, de contribuer à rendre Limoilou cool. Ouais. Moi, je dis toujours, là, puis me souviens, je l'avais dit en entrevue avec toi, puis je le dis haut et fort, ma génération avec le rap, on a contribué à rendre Limoilou cool ce qu'il est aujourd'hui. Ben, grâce au nom Limoilou Stars. Ben, ça veut dire beaucoup quand le nom est dans le nom du groupe. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je sais que l'histoire ne va pas se rappeler de nous comme tel. Tu sais, le Limoilou gentrifié, le Limoilou super cool d'aujourd'hui, je sais qu'on va pas faire le lien jusqu'à la manière dont nous, on l'a porté. Et, tu sais, même dans la chanson, c'est ça que je dis, tu sais. Je dis... les gens qui crient ton nom sont plus les mêmes. Ils gentrifient ton âme et amplifient le phénomène. Ils étaient où quand tu étais sur la liste noire? En fait, il n'y avait que nous qui balisaient ton histoire. Quand je dis nous, je me réfère au sens large, à celle qui, dans les veines, ruisselle la rivière Saint-Charles. Tu vois, en vérité, vous savez qui vous êtes. J'ai pas besoin de rien dire, c'est le pavé qui vous cite. Excellent. Tu vois? Ouais. Et quand je parle du nous, c'est pas juste nous, les Limoilou Stars, mais les vieux de la vieille, des gens qui étaient dans le quartier, que, à qui tu n'as jamais adressé la parole, mais que tu as vu toute ta vie, puis qu'eux t'ont vu toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens, tu sais, je pense à Jean-François Girard, qui est décédé, qui repose en paix, de Limoilou en vrac, qui a porté le quartier pendant si longtemps, pendant des décennies. Je pense à Alain Slide, qu'on se connaît parce qu'il était mon éducateur à la garderie La Réponse, qui, lui, a ouvert le bal du Lézard, tu sais.
Wow, ça c'est toute une place à Limoilou, là. Mais c'est ça. Donc, tu sais, des gens qui sont pas nécessairement du rap, mais qui sont liés au quartier, qui l'ont porté pendant des décennies, tu sais. Rendez-vous Limoilou, ça se tient demain. Tu seras l'un des 3 conférenciers. Ça va être une extraordinaire journée. Ça, c'est clair. Webster, je suis très content d'avoir pu jaser avec toi ce matin. Aussi, merci d'avoir pris le temps. Bonne continuité. J'ai déjà hâte à l'album. Donc là, on invite les gens à aller écouter et lire la lyrique vidéo de Palestina. Et là, il y a un clip qui a été tourné, Retour à Ellen. Ça, c'est un clin d'œil à la tune Ellen, évidemment. Oui, absolument. Avec ta sœur, Mariam. Ouais. Ça va-tu sortir cet hiver? En as-tu du nouveau matériel bientôt? Oui, ça va sortir au printemps, je pense, en mars. Après Palestina, j'ai un clip qui sort avec Melvin, qui s'appelle Part 3, qui va sortir peut-être au début de l'année, en janvier. Donc ça y est, là, on commence à sortir les chansons pour aller jusqu'à la sortie de l'album en mai 2026. Webster, ça a été un privilège de te parler. Merci beaucoup de prendre le temps. Merci de m'avoir reçu. Puis écoute, CKIA, on fait un bon choix. Oui, en te choisissant. Puis non, super. Je pense tu avais des grandes bottes à remplir dans celle de Marjorie. Ouais. Puis je félicite CKIA de t'avoir offert ce siège-là. Merci beaucoup, Web. À bientôt, j'espère. Merci. Salut. Peace. 9h14. L'émission finit à 9h.